Il est 8h48, les grands débats ce matin avec Elisabeth Lévy. Vos appels au 0826 300 300. Ça sonne déjà d'ailleurs au 0826 300 300. Bonjour. C'est Lionel de Grasse. C'est Lionel. Bonjour Lionel. J'attendais d'être sûr que c'était moi. Oui, Lionel. Vous êtes Alors, bienvenu. Lionel, vous vouliez réagir sur l'une des questions que Cécile va rappeler, enfin l'une des questions du jour qu'on a posées autour de la richesse. À partir de quel moment et de quel niveau on est riche? Parce qu'il y a cette enquête de l'Observatoire des inégalités. C'est assez intéressant, qui nous montre cet Observatoire des inégalités que l'on est considéré comme riche. Alors c'est aisé, c'est ce que disait en fait Louis Morin, qui était notre invité ce matin de l'Observatoire, à partir de 3 800 €, c'est-à-dire le double du net d'impôt, ce qui est très important, net d'impôt bien sûr, c'est le double du salaire médian français. Absolument. Et nous on vous pose la question si selon vous, vous êtes riche à plus de 3 500 €, à plus de 5 000 €, à plus de 8 000 € ou plus de 15 000 €. Pour l'instant vous dites forcément plus de 15 000 € à 37% et plus de 5 000 € à 24%. Oui, et vous Lionel, qu'en pensez-vous? Où en êtes-vous? Alors moi je pense que les gens qui disent plus de 15 000 se trompent un peu parce que au final moi concrètement j'ai toujours été salarié, j'ai toujours gagné à peu près 2 500 balles dans le bâtiment, voilà, par mois. C'est vrai que 2 500 balles concrètement, vous faites un peu attention, mais vous êtes quand même un peu confort. Là j'ai monté ma société il y a 4 ans. Tout dépend si vous êtes seul ou en couple, et si vous êtes le seul revenu. Et où vous habitez? Marié, 2 enfants sur la Côte d'Azur. Voilà. D'accord. Donc on est confort, mais c'est pas non plus dément. Là concrètement, depuis que j'ai monté ma boîte, qui marche relativement bien, en travaillant évidemment 12-13 heures par jour, 6 jours sur 7. Donc il faut mettre ça aussi en rapport. Si vous voulez l'argent, c'est bien gentil, mais ça correspond fort. Si vous gagnez beaucoup d'argent, vous avez forcément cédé sur une partie autre de votre vie. Moi j'ai cédé sur mon temps. Voilà, ça c'est clair. Mais effectivement, là concrètement, je gagne beaucoup plus. Et les gens se trompent sur les 15 000 € parce que passer, on va dire 60 000 € par an, vous avez plus de soucis d'argent. C'est-à-dire que votre loyer ou votre remboursement de prêt devient complètement anecdotique. Les augmentations de carburant, de bouffe, de machin, vous les voyez même pas passer. Moi là en ce moment, je suis à plus de 5 000 € par mois. Très honnêtement, on est extrêmement confortable. Vous vous posez plus la question. Parce que vous êtes aussi installé, sans doute, maintenant. Oui, parce que je suis installé. Non, mais attendez, moi, il me reste 17 ans de prêt bancaire. Ce que je veux dire, c'est que je reste un Français complètement classique qui a été salarié. Mais est-ce que vous vous considérez comme riche? Maintenant, oui. Parce qu'en fait, quand vous prenez vos vacances, par exemple, vous voyez, quand vous regardez pour les vacances, vous vous posez plus la question de savoir où vous partez, vous choisissez juste le standing qui vous convient. En fait, sur les déplacements, dans les hôtels, dans les machins. Et en fait, la richesse, la vraie richesse, c'est juste ça, c'est de ne pas avoir à réfléchir, à se poser des questions sur l'argent. Mais passer 60 000 €, honnêtement, le reste, après, finalement, votre compte en banque ne fait que gonfler, parce que vous n'arrivez plus à le dépenser. Enfin, en tous les cas, c'est beaucoup plus cool. Moi, j'y arriverai quand même. Ouais, moi aussi. Avec un peu d'effort. Je peux vous aider si vous voulez. Alors, Lionel, restez avec nous. Qu'en pensez-vous, Elisabeth Lévy, Alexis Poulain et puis Cécile? Et vous pouvez continuer de réagir. Mais je pense que Lionel a mis le doigt, disons, sur l'aspect psychologiquement le plus important. C'est est-ce qu'on peut faire un peu plus que le strict nécessaire, que la survie. Et moi, ce qui me frappe, si vous voulez, aujourd'hui, je dirais plutôt, c'est par comparaison, en quelque sorte. C'est le nombre de gens, on en parle souvent ici, qui, avant, même avec 2 SMIC ou 1 SMIC, et bon, on a des prestations sociales, on pouvait offrir un petit plus à ses enfants, aller un peu au resto, les vacances. Aujourd'hui, les gens vous disent que avec un SMIC, on n'arrive souvent même pas à payer. Avec un SMIC, là seulement. Avec un seul SMIC, mais c'est compliqué. À part, en tous les cas, dans une grande ville, excusez-moi, c'est très difficile. Vous ne pouvez pas vous ne pouvez pas vous loger. Et ça met le doigt sur une chose. En ce moment, il y a une pub qu'on voit dans les rues de Paris, en tous les cas, sur un livre sur les classes moyennes. Et un des phénomènes les plus frappants, je pense sociologiquement, de ces dernières années, c'est la disparition en termes sociologiques des classes moyennes. C'est-à-dire, il n'y a plus de différence entre ce qu'on appelle les classes populaires et les classes moyennes. Il y a un véritable appauvrissement. Et ce que j'appelle l'appauvrissement, c'est ça, c'est le nécessaire. Vous mangez, vous vous logez, vous payez votre essence, mais il n'y a pas de petits plus qui font quand même les plaisirs de Alexis Poulain. Ce qui est important de rappeler dans ces 3 590 € net, c'est par personne, c'est pas le foyer. Donc ça veut dire que vous, Lionel, chez vous, votre épouse travaille aussi?
dans ma société. Encore une fois, mais elle a un salaire à part entière aussi. Ah bah ça c'est évident, parce qu'il faut pas que les gens oublient que quand généralement vous êtes entrepreneur, votre épouse qui peut faire par exemple du secrétariat ou peu importe ce qu'elle fait, si vous ne la rémunérez pas, on va dire correctement, c'est sa retraite après derrière à elle qui est complètement impactée, et il faut pas, on sait pas du tout de quoi l'avenir est fait. Si jamais on se sépare, si jamais moi je décède ou peu importe, vous mettez votre conjoint entre guillemets en galère totale parce que en fait elle aura pas cotisé, et donc il faut absolument lui verser un salaire. Non mais c'est pas ça ce que je voulais dire, Lionel, c'est que dans le rapport qui est donné, c'est une personne dans le foyer, c'est-à-dire que généralement il y a deux salaires qui tombent. Et il y a un de nos auditeurs qui nous dit que pour être riche, il faut que ce qui rentre soit plus important que ce qui sort. Mais c'est évident, mais en fait, la richesse, la vraie richesse, c'est pouvoir, encore une fois, faire ce que vous voulez. C'est-à-dire plus vous posez de questions. Mais il faut jamais oublier, encore une fois, que cet argent va être forcément au détriment de quelque chose. Moi, j'ai jamais voulu monter ma boîte avant parce que mes enfants étaient petits, mes deux filles, elles étaient petites, et qu'elles avaient plus besoin de ma présence que de pognon. Maintenant, elles sont plus grandes, elles ont 19 ans et 17 ans, elles ont moins besoin de ma présence parce qu'elles sont toujours en vadrouille avec leurs copines, leurs copains et machin. Donc, évidemment, vous pouvez du coup basculer une partie de ce temps sur du gain d'argent. Mais il ne faut pas oublier l'essentiel. L'essentiel, c'est quoi? C'est vos enfants et c'est le temps que vous y consacrez. Sinon, ça sert à que dalle. Si c'est pour aligner des zéros sur un compte en banque, à part faire de dire à votre banquier, ça Alexis Poulain, votre réaction par rapport à ça, justement, combien faut-il gagner pour être considéré comme un riche? Alors, il y a définition du riche. Rapport. Oui. Bah oui, non, mais ce rapport, il est intéressant parce qu'il montre surtout que l'argent, c'est du temps et que ça creuse des inégalités. C'est-à-dire que les riches, ceux qui sont considérés comme riches, vont sous-traiter les tâches du quotidien qui étaient autrefois, qu'ils pouvaient faire eux-mêmes. Et donc, ça précarise encore davantage des métiers de sous-traitance qui vont être le pressing, la garde d'enfants, etc., etc., et qui rendent compliqué la vie de certains. Et puis, il y a aussi dans cette richesse du temps, des métiers qui vous permettent de ne pas être comptabilisé dans votre temps, de pouvoir prendre des pauses comme vous voulez, alors que l'ouvrier, lui, a des pauses à heure fixe, doit avoir une pause pour les sanitaires à certaines heures, etc. Donc, le temps est contrarié quand vous n'êtes pas riche, et je pense que c'est ça le plus important de cette étude, de voir comment finalement la vie n'est pas la même selon que vous soyez riche ou pas. Alors, mais on peut être sous-traitant et être payé correctement. Il achète du temps, et le temps, c'est extrêmement important dans cette société où tout est contrarié, où ça devient compliqué, et puis ne pas compter son argent, évidemment. C'est le moment où on sait qu'on est riche, et d'ailleurs c'est extrêmement compliqué puisque la pauvreté, c'est tout compter, justement, savoir qu'est-ce qu'on va pouvoir acheter à manger, et les postes qui sont en train d'exploser, les pâtes qui ont pris plus de 20% avec l'inflation. Il y a des riches qui comptent leur argent, Alexis, ça s'appelle la pingrerie. Leur argent. Pour devenir riche, de toute manière, quand on est pauvre, on ne compte pas son argent, on compte son temps. Il n'y a pas de mystère. On va être pingre. C'est pas pingre, mais c'est, je ne sais pas si vous l'avez remarqué, mais avec des gens riches, c'est souvent ceux qui donnent le moins, et ou alors qui comptent quand il y a une addition, etc. Non, on dit que c'est comme ça qu'on devient riche, justement. Bah oui, c'est ce que je disais. Oui, mais il y en a beaucoup comme ça. Je peux ajouter un truc à ce que disait Alexis, j'ai pas le temps. Non, vous allez revenir tout à l'heure, dans un instant. Parce qu'après, là, c'est la météo. J'ajoute aussi, pour ceux qui n'étaient pas là ce matin et qui peuvent réécouter d'ailleurs cette interview de Louis Morin, que du côté du patrimoine, ce que vous disiez, Elisabeth Lévy, le seuil de richesse est estimé à 490 000 € aujourd'hui, le triple du patrimoine médian, sachant qu'évidemment ça gonfle aujourd'hui avec les prix de l'immobilier pour ceux qui sont propriétaires. Allez, on se retrouve dans un instant. Mélenchon, est-ce qu'il fait recette, justement? Mélenchon critiqué par le MEDEF aussi. On va voir ça dans un instant avec Éric Revel. Restez avec nous dans un instant, la météo. Le Grand Matin Sud Radio, 7h-10h, Patrick Roger, Cécile de Ménibus. Il est 9h10, on vous l'avait annoncé en grande pompe. Tout de suite, Éric Revel. Bonjour Eric. Bonjour Eric. Bonjour, oui, j'ai mis mes chaussures. Voilà, c'est ça. La grande campagne aussi des élections législatives. Je dis grande, en fait, il n'y a pas de grande campagne. Mais bon, Jean-Luc Mélenchon, lui, tout de même, il a réuni hier à Paris les troupes de la NUP pour une démonstration de force et d'unité. Oui, Jean-Luc Mélenchon en forme hier soir à Paris pour le premier grand meeting de la NUP. Vous avez dit, la NUPES, pour ces élections législatives. Alors Mélenchon, porté en ce moment par de bons sondages, il faut le dire. Alors il n'a pas promis le paradis du jour au lendemain, mais il a promis, je le cite, de sortir de l'enfer.
si l'alliance historique à gauche l'emporte et donc s'il devient Premier ministre. Jean-Luc Mélenchon, galvanisé, défend son programme de planification de nationalisation des moyens de production par l'État, c'est ce qu'il a dit hier, pour, dit-il, repartager les richesses et engager la bifurcation écologique. Ça, c'est du programme. Oui, très chahuté Mélenchon sur son programme économique, justement, qui emmènerait, selon certains, la France dans le mur. Hein. Oui, son programme économique qui en fait rêver ou cauchemarder plus d'un, ça dépend d'où vous parlez, est à la fois son point fort et son point faible. Un programme économique qui veut rompre avec le libéralisme. On a déjà connu ça en 1981 avec François Mitterrand, ça a duré 2 ans, ensuite les caisses étaient vides. Alors vous allez me dire 40 ans plus tard, les caisses sont toujours vides. Alors les critiques, Bruno Le Maire en tête, ministre des Finances, qui parle de chaos si Mélenchon déploie son programme. Le patron du MEDEF, Geoffroy Roux de Bézieux, indique qu'avec le programme économique de Mélenchon, les entreprises arrêteront d'investir, d'embaucher, et que les chefs d'entreprise, a dit Roux de Bézieux, poseront le crayon et attendront que la tornade passe. Rien que ça. Bon, mais les critiques de Le Maire ou du MEDEF, qui sont catalogués dans l'imaginaire populiste comme les suppôts du capitalisme ultralibéral, c'est évidemment un bon carburant pour Jean-Luc Mélenchon. Oui, outre les critiques donc sur son programme économique, certains reprochent à Jean-Luc Mélenchon les libertés qu'il prend avec les institutions républicaines. Oui, dans les déclarations et les volontés affichées de Mélenchon, alors par jeu politique ou par idéologie dangereuse, il y a une forme, de contestation depuis longtemps des institutions de la République. Quelques exemples, vous connaissez le célèbre « Élisez-moi Premier ministre », alors que dans la Constitution, évidemment, c'est le chef de l'État qui désigne le chef du gouvernement. Deuxième exemple de cette contestation des institutions, Mélenchon ne cesse de parler de 3e tour de l'élection présidentielle, alors que, au bout du 2e tour, le président de la République, dans la Constitution, est évidemment élu. Puis un 3e exemple, peut-être encore plus parlant, Mélenchon crée un Parlement dont les membres sont nommés et pas élus, d'après lui. Un Parlement, avez-vous dit, Jean-Luc Mélenchon, mais alors, à quoi sert l'Assemblée nationale? Bon, ce qui est vrai, c'est que la dynamique est mélenchoniste. Emmanuel Macron est empêtré grâce ou à cause de Gérald Darmanin dans l'affaire du Stade de France. Elisabeth Borne, la première ministre, est inaudible avec un gouvernement plombé par l'affaire Abad. Le Pen et Zemmour ne s'entendent pas, et puis les LR vont tenter de limiter les dégâts. Donc, Jean-Luc Mélenchon se met à rêver de cohabitation. Aux électeurs, évidemment, de trancher et de bien réfléchir. En tout cas, si j'ai bien compris Elisabeth Lévy et son magazine Causeur, elle a déjà tranché avec cette une, Mélenchon piège à con. Oui, alors Mélenchon piège à con, vous y allez fort là. C'est une blague, vous connaissez l'expression élection piège à con. Ouais. C'était un livre d'ailleurs, et donc c'est une expression maintenant entrée dans le langage courant, donc c'est une blague. On verra si elles ont de l'humour. Bon, d'accord. Alors, si vous vous souvenez, Patrick, là, c'est pour les anciens. Léo Ferré avait publié un 33 tours. Vous vous souvenez de Léo Ferré? Et le derrière de la pochette de Léo Ferré, c'était Vote connard, si je me souviens bien, avec une tapette à souris. Oui. Donc on est dans la même veine. C'est du Léo Ferré. Merci Eric. En attendant, c'est vrai que s'il y a quelqu'un qui se distingue dans cette campagne des législatives, c'est avant tout Jean-Luc Mélenchon et l'ensemble des forces de gauche, Alexis Poulain. Oui, c'est eux qui font meeting hier pour présenter encore une fois le programme et dire qu'il était prêt à discuter avec des économistes sur cette retraite à 60 ans et la titularisation de tous les contrats dans la fonction publique. Il y a regardez où sont les Républicains gênés par l'affaire Abad. On ne les voit pas. Il y a eu le Pécreston. Chacun est en train de penser déjà à 2027 alors qu'il y a là les législatives. Pour la majorité, certains ministres font campagne avec le risque de ne pas être élus et donc de disparaître du nouveau gouvernement Borne qui sortira après les élections législatives. Mais clairement, avec ce coup de la NUP, l'Union des gauches, le coup politique a été fait.
sujet et ça permet de capter au moins l'attention des médias, faute de capter l'attention des électeurs. Donc on verra. Et puis on voit bien que la majorité se positionne face à cette NUP, puisque c'est l'ennemi public numéro 1. Mélenchon et la NUP, l'ennemi à abattre. Il y a eu une campagne d'affichage. Nous ne sommes pas NUP de la part de la majorité. Donc on voit clairement que Macron a choisi son adversaire. C'est la NUP. C'est eux qui pourraient avoir le plus de sièges, même si dans les projections qui sont actuellement affichées par différents instituts de sondage, Emmanuel Macron devrait avoir une majorité comme ça a été le cas ces 5 dernières années. Oui, Elisabeth Lévy, un mot. Oui, 2 choses sur cette affaire de Macron et la NUP. Vous avez peut-être raison, c'est leur seul adversaire apparemment qui les intéresse. Ce sont aussi les seuls électeurs à qui ils parlent. Moi, je constate, je l'ai dit plusieurs fois, avec un peu d'inquiétude, que depuis le 24 avril, c'était le 24 avril, la date du 2e tour, Emmanuel Macron n'a pas daigné adresser un mot, un signal, quoi que ce soit aux 42% de Français qui ont voté Marine Le Pen au 2e tour, qui eux peuvent bien aller se faire voir avec leurs angoisses identitaires, on s'en fout. Et j'en veux, en fait, mon idée là-dessus, et peut-être j'aimerais avoir votre opinion, mes chers amis, c'est que Macron est économiquement très loin de Mélenchon, mais que culturellement, en réalité, il n'est pas si loin. Et regardez, quand on voit Gérald Darmanin employer le mot qu'ils adorent, nauséabond, si vous voulez, dès qu'on voit le réel, on est nauséabond. Moi, je suis assez frappé et pour tout vous dire, assez inquiète de ça. Oui. D'un mot, Éric Revel et Alexis Poulain, et ensuite... oui, Éric ? Oui, oui, je partage l'idée d'Elisabeth. Il y a un point commun peut-être entre Macron et Mélenchon, c'est de mettre de côté un peu le roman national, de déconstruire. Tout ça, c'est un point commun fort. Maintenant, Marine Le Pen, Elisabeth, s'est pas mis non plus en position d'incarner quoi que ce soit, me semble-t-il. Non, ça c'est vrai. Dans cette élection législative. D'ailleurs, Patrick Roger le faisait remarquer à la porte-parole du Rassemblement national tout à l'heure. Donc vous avez les Républicains qui sont qui essayent de limiter les dégâts, comme je le disais. Ouais. Vous avez Marine Le Pen qui donne pas vraiment l'impression de vouloir conquérir, de former un groupe, à l'Assemblée nationale, mais ses ambitions semblent s'arrêter là, donc le terrain est libre pour Jean-Luc Mélenchon. Et puis on se dit toujours que en rappelant ce qui s'est passé en 80 avec François Mitterrand, ça va forcément éveiller les consciences, mais pas du tout, parce qu'en fait, vous avez des tas d'électeurs qui n'ont jamais connu cette période et qui croient aussi qu'il suffit d'appuyer sur un bouton pour qu'on passe de l'enfer au paradis, pour reprendre les termes hier soir. Peut-être l'exemple de Tsipras serait plus intéressant. Alexis Damo, peut-être. Sur le cas Mitterrand, c'est Bruno Roger Petit, le conseiller mémoire d'Emmanuel Macron, qui disait que et Mélenchon et Macron se retrouvent dans le personnage de Mitterrand, pas pour les mêmes raisons, mais clairement c'est la pierre angulaire de cette alliance de fait dans la politique française. Mais on verra évidemment sur le vote des électeurs. Aujourd'hui, on voit que les autres forces politiques ne sont pas en ordre de bataille pour ces législatives. C'est vraiment de l'improvisation. Et ça, c'est inquiétant parce que c'est important. La vie parlementaire, le Parlement, les représentants de la nation, au-delà du président qu'on a élu, qui devient quasiment un roi avec l'hyper-présidentialisation de la Ve République. Donc ce serait important que les électeurs se mobilisent et surtout que les appareils et les partis se mobilisent. Parce que là, on a l'impression que c'est la grande démission. Oui, avec un sujet qui est en toile de fond, évidemment, le pouvoir d'achat, la crise, etc., aussi financière et économique, et les retraites aussi. On va en parler tout à l'heure justement des retraites dans une dizaine de minutes avec un livre particulièrement intéressant. Comment faire face au baby-boom, la France au défi d'une démographie inédite, parce que la France a pris un coup de vieux, comme on dit. Sérieusement, comme beaucoup de pays, évidemment, bien sûr. Mais aujourd'hui, en 75, il y avait 4 millions de retraités. Aujourd'hui, on est à 17 millions de retraités. Et on sera entre 20 et 30 millions très prochainement. C'est-à-dire quasiment la moitié de la population. Comment faire? Maxime Chebli sera avec nous. Et puis, évidemment, on va parler de la reine. Bah oui, on va parler du cheval de la reine. Et qui a été offert par Emmanuel Macron et par la garde républicaine. Et on aura le colonel Gabriel Cortés. Passion pour les chevaux. Ouais, dans un instant, qui nous expliquera tout sur ce cheval, comment il est donné, comment il est choisi et toutes les infos concernant ce magnifique cheval. C'est dans un instant. À tout de suite. Le Grand Matin Sud Radio, 7h-10h, Patrick Roger, Cécile de Ménibus.
Il est 9h22 et un nouvel invité ce matin pour le jubilé de platine qui marque les 70 ans du règne d'Elisabeth II. Emmanuel Macron a choisi un cheval de la garde républicaine et pour en parler ce matin, le colonel Gabriel Cortés, commandant du régiment de la cavalerie de la garde républicaine. Bonjour. Bonjour. Et en même temps, Jimmy Louis, fils d'éleveur et le fils de l'éleveur de ce cheval de la ferme de Maucourt à Beaufort en Argonne, dans la Meuse. Colonel, bonjour, et Jimmy Louis, bonjour. 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 Alors comment il a été choisi, colonel Cortés, ce cheval alors? Eh bien, le cheval a été choisi à la demande du président de la République au sein du régiment de cavalerie, par moi-même, je dois dire, en orientant mon choix vers un cheval que la reine pouvait apprécier. On sait à quel point elle apprécie les chevaux et elle peut avoir un regard peut-être même critique en la matière. Ah oui. Donc, voilà, donc il fallait un cheval qui soit un petit peu hors du lot et en même temps représentatif de l'élevage français et du régiment de cavalerie. Et c'est pourquoi le choix s'est orienté vers le cheval porte-étendard du régiment, c'est-à-dire qu'il défile quasiment en tête du régiment avec le drapeau français que tient le cavalier, et qui plus est un cheval gris. C'est qu'il est très distingué par rapport aux autres, et voilà, donc ça m'a paru un bon choix. Alors c'est rigolo parce que Jimmy Louis, vous disiez que la robe du cheval quand il est né était un peu particulière au début. Oui, la robe grise elle est toujours particulière à la naissance des poulains. D'accord, c'est-à-dire qu'elle n'est pas vraiment grise, quoi, alors, au début. Oui, la robe, on la connaît qu'une fois que sa croissance est terminée, ça évolue au cours du temps. Un cheval alezan, donc une robe normale pour la garde reste alezane, une robe grise, ça évolue, ça fonce, ça devient blanc, c'est particulier. Colonel, quand vous choisissez les chevaux de la garde républicaine, quelles facultés ont ces chevaux? Parce qu'on sait que ce sont des chevaux de sel français, donc qui ont une origine, et lui il est complet, donc du père et de la mère. Mais quelles aptitudes ont-ils et quelles aptitudes il faut en plus pour la reine d'Angleterre? Alors les chevaux du régiment sont choisis avec plusieurs critères, des critères de taille d'abord, parce qu'il nous faut des chevaux d'armes, donc des chevaux assez porteurs, ils doivent toiser 1,65 m au garrot à l'âge de 3 ans, puis des critères de morphologie, d'aplomb impeccable, et des critères de robe, en effet, puisque nos robes prédominantes sont l'alezan, le bai et le bai brun, avec néanmoins quelques chevaux gris justement pour l'étendard. Et pour les timbaliers qui sont nos chevaux qui défilent pour le coup en tête du régiment de part et d'autre du trompette-major. Voilà, donc après ce sont des critères de sagesse qui sont recherchés puisque nos chevaux effectuent énormément de patrouilles de sécurité publique et puis dans les rangs lors des défilés on recherche évidemment le calme des uns et des autres. Ouais. Voilà, vous disiez que la reine, pardon je vous coupe, était très précise sur l'éducation des chevaux. Oui, c'est évident, mais elle a commencé à monter à cheval toute petite, à poney, et puis ensuite toute sa vie finalement. Et encore ces dernières années, on la voyait sur un cheval. Donc on connaît parfaitement son amour des chevaux, sa passion finalement, si on peut dire, pour les chevaux de course, les chevaux de selle. Elle a monté dans toutes les disciplines. Donc effectivement, c'est une cavalière aguerrie. Oui, quand elle vient en France, alors elle vient un peu moins, elle allait toujours dans des régions où il y avait justement des élevages de chevaux. En Normandie, en Camargue, elle a fait beaucoup de voyages. Dites-moi, mais alors ce cheval, il est déjà du côté de Buckingham ou en Grande-Bretagne ou pas? Alors il est du côté de Windsor, pour être exact. Oui. Oui, il est arrivé avant-hier à Windsor, traversant la Manche en bateau, et il a été offert hier en début d'après-midi représentant de Sa Majesté, Lord de Molay, Master of the Horse de la couronne, par une délégation de l'ambassade de France, et j'étais également présent à cette occasion. Et quand vous le présentez, comment vous le présentez? Est-ce que le cheval est remis? Est-ce qu'il est monté? Alors oui, il y avait un petit cérémonial, c'est-à-dire que le cheval a été présenté monté par le cavalier qui a défilé avec lui la dernière fois, c'est-à-dire le 8 mai dernier sur les Champs-Élysées lors de l'escorte présidentielle, de manière à le voir en mouvement dans une des écuries de la reine à Windsor. Ça permettait d'offrir un objet qui ne soit pas inanimé totalement et de le voir en mouvement. Et ensuite, le cavalier a mis pied à terre et l'a remis
voilà, à l'ordre de Mollet. Oui, colonel Gabriel Cortés, est-ce que ce cheval devait partir en retraite ou est-ce que non, il était toujours très actif, si je puis dire? Oui, tout à fait. Il vient d'avoir 7 ans, donc il était vraiment dans la force de l'âge. Oui, non, mais bien souvent, il peut y avoir la retraite plus tôt pour être. On va pas offrir à la reine un cheval retraité, enfin, écoutez. Mais vous savez que vous avez des chevaux qui ne sont plus forcément utilisables dans les concours, ou alors peut-être aussi à la garde républicaine. C'est passé 16 ans, c'est ça? Oui, en règle générale, on propose les chevaux à la réforme à l'âge de 16 ans, et s'ils sont en parfaite bonne santé, on peut les maintenir jusqu'à 18 ans environ. Ouais. Enfin, celui-ci est en pleine forme, et c'est justement un des critères supplémentaires, si on peut dire, qui m'a orienté vers son choix, parce que je voulais que la reine d'Angleterre puisse profiter, en tout cas sur l'entourage d'un cheval, dans la force de l'âge, et qui puisse encore être utile. Peut-être qu'il parle anglais. Oui, peut-être. Et la réaction... Est-ce qu'il comprend l'anglais? Les ordres en anglais. Non, on ne sait pas. Jimmy Louis, vous dites que forcément vous êtes très honoré. J'imagine que ce cheval soit offert à la reine d'Angleterre. C'était un secret qu'il fallait garder, qui était difficile à garder? Écoutez, donc le colonel Cortés, c'est gentil de sa part, avait bien prévenu mon père plusieurs jours avant. Puis mon père au début, il a reçu un message depuis son tracteur, il n'entendait pas trop, ça parlait de prestige, de reine d'Angleterre, il ne comprenait pas trop. Il dit qu'est-ce qu'on m'envoie comme message encore. Puis après, donc on n'y a pas raconté l'histoire. Et puis quand il nous l'a répété, c'est vrai qu'il était très fier, il était ému. Ouais. Puis après, c'est vrai qu'il a quand même, il fallait pas le dire, mais il a quand même dit à son vétérinaire, puis après à l'éleveur d'à côté, tout en ironisant, mais c'est vrai que c'est une fierté pour nous de notre campagne. De voir un cheval partir aussi loin. Oui, c'est ça. Ah bah oui, non mais c'est une fierté parce que vous pourrez mettre un petit écusson entre guillemets. Ici est né ce cheval, comment il s'appelle? Fabuleux de Maucourt. Fabuleux de Maucourt. Qui termine sa carrière à Windsor. Ah oui, mais c'est canon. Colonel, c'est assez rare finalement d'offrir des chevaux de la garde républicaine. Oui, heureusement. Oui, non, c'est rare, mais c'est ce qui en fait la valeur d'ailleurs. Oui. Ouais. Est-ce qu'on connaît déjà le nouveau porte-étendard, le nouveau cheval qui va remplacer celui-ci? Alors, en fait, il y avait un cheval qui faisait déjà l'affaire. Lui, c'était la relève. Ouais. Donc, il avait fait 2 services sur les Champs-Élysées, un le 11 novembre et puis le dernier qui avait confirmé son aptitude le 8 mai dernier. Donc, le cheval actuel va continuer son service. Et puis, nous trouverons un nouveau cheval plus jeune pour le former, le dresser et puis le préparer à ce job. Et dernière question, on sait à qui il est attribué ce cheval ou pas du tout? On sait qui va le monter ou... Non, pour l'instant, non. De ce que j'ai pu voir et entendre, il a bien plu aux représentants de la reine et aux cavaliers qui étaient présents, cavaliers anglais. Donc, on peut imaginer qu'il soit proposé pour un des membres de la famille royale, peut-être pour un futur roi. Au futur roi, peut-être. Alors, on parle de Charles ou alors on parle de William. William, ça pourrait passer directement. Là, le cheval sera très au courant, Patrick. Oui, bien sûr. Mais si on attend comme ça, les entrées à Buckingham. Merci beaucoup, messieurs. Merci beaucoup, Jimmy Louis, de la ferme de Maucourt à Beaufort. Robe grise. Moi, j'ai appris quelque chose aussi sur cette robe grise. Et merci beaucoup, colonel Gabriel Cortés, commandant du régiment de cavalerie de la garde républicaine, en direct, justement, d'Angleterre ce matin, et on vous souhaite de belles festivités parce que là il y a les festivités qui continuent. Oui, exactement. Merci en tout cas d'avoir été avec nous ce matin en direct. Dans quelques instants, Patrick Roger. Oui, un autre sujet moins drôle. Oui, enfin moins drôle. C'est vrai, mais d'époque quoi. Les jeunes contre les vieux. Il faut pas monter en fait les générations. Mais c'est ce qui peut se produire peut-être et ce qui se produira peut-être en fait demain entre des personnes plus âgées qui ont des moyens en fait aujourd'hui et des jeunes qui ont beaucoup plus de difficultés, où il y a vraiment un gap. C'est ce que nous verrons avec ce livre et cet auteur passionnant, ce livre, Maxime Chaibi, Le Grand Vieillissement. Restez avec nous, économiste et auteur du Grand Vieillissement aux éditions de l'Observatoire. À tout de suite.